C'est une figure majeure de notre époque qui est décédée, probablement l'un des visages les plus connus au monde. On va encore beaucoup entendre son nom dans les prochaines semaines. Et plutôt que de parler de la famille royale tous les jours, pendant des semaines dans notre format des actus du jour, ce qui nous empêcherait forcément du coup de traiter suffisamment d'autres sujets absolument cruciaux dans l'actualité, eh bien je me suis dit qu'on pourrait revenir sur sa vie et quelques anecdotes assez particulières dans le cadre d'une vidéo spéciale. C'est donc la vidéo que vous regardez actuellement. Alors installez-vous confortablement, n'hésitez pas évidemment à prendre un petit thé et on commence tout de suite. Élisabeth, de son nom complet Élisabeth Alexandra Mary, est née le 21 avril 1926 à Londres. C'est la fille du prince Albert, le deuxième fils du roi, et d'Elizabeth Bowes-Lyon. Lorsqu'elle naît donc, ce n'est pas son père, mais bien son grand-père qui est le roi George V. Et oui, pour ceux qui se demandent, c'est bien ce roi George V qui a donné son nom à l'avenue George V ou encore à la station de métro qui est présente sur les Champs-Élysées à Paris. Lorsqu'elle naît et que George V est donc roi, à ce moment-là, Élisabeth est troisième dans l'ordre de succession au trône britannique. Troisième donc, après d'abord son oncle, Édouard de Galles, puis son père, le prince Albert. Le roi George V tombe malade en 1929, il meurt finalement en 1936, 10 ans après la naissance d'Élisabeth. À la mort du roi, c'est donc le premier fils de George V, Édouard de Galles, qui devient roi, mais chose extrêmement rare, il va abandonner le trône moins d'1 an plus tard, un abandon pour épouser sa femme, ce qu'il ne pouvait pas faire autrement puisque sa femme était divorcée et c'était interdit par la tradition d'épouser ainsi une femme divorcée. Conséquence, après ce règne rapide, c'est donc le père d'Élisabeth, Albert, qui devient roi, il se fait nommer George VI. Pour résumer donc, Élisabeth, qui au départ avait peu de chances de se retrouver un jour au pouvoir, eh bien se retrouve désormais première dans l'ordre de succession au trône. Bon, je passe rapidement sur l'enfance d'Élisabeth. On peut tout de même noter une ou deux choses anecdotiques, mais qui vont quand même forger le personnage d'Élisabeth. À 18 ans, par exemple, son père lui offre son premier chien. Ce chien, c'est donc un corgi. Ça deviendra la race de chien préférée d'Élisabeth. Au total, dans sa vie, elle a possédé une trentaine de corgis qui vivaient à l'intérieur du palais de Buckingham et qui avaient leur propre chambre, la Corgi Room. Et oui, rien que ça, ils avaient des draps changés quotidiennement ainsi que des menus gastronomiques. Et oui, clairement, une vie sûrement plus luxueuse que nous tous réunis. D'ailleurs, Élisabeth II a laissé 3 chiens derrière elle au moment de sa mort. Alors cependant, pas de panique, selon le média britannique The Independent, elle avait élaboré tout un plan pour leur jour futur et a priori donc, on devrait prendre grand soin d'eux. Petit saut dans le temps, à 21 ans, le 20 novembre 1947, Élisabeth épouse Philip Mountbatten, un lointain cousin, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura plus tard 4 enfants. D'abord Charles, le fameux donc, devenu le roi Charles III, Anne, Andrew et Edward. Et là on arrive à une date et un événement majeur dans la vie d'Élisabeth, c'est celle de la mort de son père, alors âgé de seulement 56 ans, le 6 février 1953. À ce moment-là, Élisabeth est en tournée à l'étranger dans les pays du Commonwealth avec Philippe pour remplacer justement son père qui est atteint d'un cancer du poumon. Et c'est donc en Afrique, au Kenya plus précisément, que Élisabeth apprend la mort de son père et sa proclamation comme reine à seulement 25 ans. En 1953, elle devient donc non seulement reine du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande du Nord ou encore du Pays de Galles, mais aussi la chef du royaume du Commonwealth, cette organisation qui regroupe de nombreux États issus de l'époque coloniale britannique, comme le Canada ou encore l'Australie et plusieurs pays d'Afrique, et qui reconnaissent donc la reine comme étant leur monarque, même si elle n'exerce donc aucun pouvoir en réalité dans ces pays. Et au passage, sur ce sujet, il faut savoir que la reine et plus globalement la famille royale ont été sujets à pas mal de critiques concernant ce passé colonial de l'Empire britannique et les agissements donc de cet Empire britannique
dans le monde. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos sur la chaîne. Alors, après 14 mois de préparatifs, le couronnement d'Élisabeth a finalement lieu le 2 juin 1953. Ce qui est assez impressionnant avec cet événement à l'époque, c'est que c'est le premier événement de ce type à être retransmis en direct à la télévision. À l'époque, entre le direct, le différé et la retransmission au cinéma, oui, eh bien 277 millions de personnes ont suivi son couronnement à travers le monde. On verra donc si le couronnement de Charles III dans quelques semaines obtient une telle attention. En 1977, l'année des 25 ans de règne d'Élisabeth II, le groupe punk britannique des Sex Pistols décide de sortir son célèbre morceau God Save the Queen. C'est donc aussi le nom de l'hymne national britannique. Sauf que ce n'est pas du tout une chanson élogieuse de la reine. Au contraire, ils chantent notamment que la reine n'est pas humaine et qu'elle représente, selon eux, un régime fasciste. À l'époque, vous en doutez, la chanson fait énormément réagir et polémique et elle est même retirée des radios et des chaînes de télévision, ce qui ne l'empêche pas de monter tout de même tout en haut du classement des meilleures ventes. Alors, avant de continuer sur sa vie, je voulais faire un petit aparté sur les tenues vestimentaires d'Élisabeth II qui ont contribué à sa renommée et à sa popularité. Et d'ailleurs, un système de paris s'était même mis en place pour miser sur la tenue qu'allait porter la reine à chaque fois. En effet, certaines de ces tenues pouvaient être même perçues comme des gestes politiques. Par exemple, en 2017, un an donc après le vote sur le Brexit pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, eh bien, Élisabeth II s'était rendue au Parlement britannique avec un chapeau bleu recouvert d'une fleur au cœur jaune vif. Et certaines personnes y ont vu directement le drapeau européen et se sont demandé si la reine n'était pas anti-Brexit et qu'elle le montrait avec ce geste. Cela dit, d'après une conseillère d'Élisabeth II, ce n'était qu'une coïncidence. Autrement dit, peut-être qu'il ne faut pas non plus tout surinterpréter. Autre élément par contre assez marrant, son célèbre sac à main avait aussi une fonction. Alors c'est une information qui n'a jamais été officiellement confirmée par la famille royale, mais c'est une information qui a été relayée par de très nombreux médias à travers le monde. En fait, elle aurait utilisé son sac à main pour pouvoir communiquer discrètement avec son équipe lors de cérémonies officielles. En fait, apparemment, si elle changeait son sac à main de main, donc typiquement qu'elle l'avait dans sa main gauche et que d'un coup il passait à sa main droite, eh bien c'était pour dire discrètement qu'elle souhaitait être exfiltrée et donc sortie d'ici. Bon, fin de parenthèse, on est désormais en 1992, une année compliquée pour Élisabeth II puisque 3 de ses enfants sont en instance de divorce la même année. C'est notamment le cas de son fils aîné, le prince Charles donc, qui vit une histoire très compliquée avec la princesse Diana, et ce alors que de nombreux journaux et médias people britanniques à l'époque eh bien révélaient que le prince Charles trompait la princesse Diana. Un autre événement vient aussi ternir cette année 1992, c'est un incendie dans le château de Windsor qui est son château préféré et qui est donc partiellement détruit. D'ailleurs, Élisabeth II qualifie cette année d'annus horribilis, donc littéralement d'année horrible, dans un discours prononcé le 24 novembre 1992, quelques mois après le 40e anniversaire de son règne. On arrive désormais en 1997, une autre année dramatique pour la famille royale britannique. En effet, le 31 août 1997, la princesse Diana, tout juste divorcée donc du prince Charles, est victime d'un accident de la route mortel dans un tunnel à Paris, et ce alors qu'elle est poursuivie par des paparazzis. Elle meurt donc très jeune, à l'âge de 36 ans. Tout le pays est alors dévasté puisque Diana était extrêmement populaire. Mais la reine décide à l'époque de rester enfermée dans son château de Balmoral en Écosse. Elle ne réagit pas publiquement, ce qui choque pas mal de monde à l'époque. Le premier ministre britannique de l'époque, Tony Blair, insiste alors pour que la reine s'exprime et prenne la parole sur le sujet. Elle finit donc par accepter de rentrer à Londres et elle s'adresse en direct à la télévision aux Britanniques. Quelques jours plus tard, elle organisera même des funérailles princières pour son ex-belle-fille. À nouveau, petit saut dans le temps, nous sommes 20 ans plus tard, le 29 juillet 2012, c'est beaucoup plus récent donc, à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres, Élisabeth II apparaît dans une vidéo aux côtés de James Bond, oui, James Bond interprété donc par l'acteur Daniel Craig. Alors ça peut paraître assez anecdotique dit comme ça, mais
ce jour-là, la reine a vraiment surpris tout le monde en se mettant en scène comme ça, et ce alors qu'elle avait toujours dû respecter jusqu'ici un protocole très strict et rigide. Finalement, on a fini par apprendre qu'elle avait accepté de faire ce film puisque c'est une fan des films de James Bond. Elle les a tous vus et puis les Jeux Olympiques étaient forcément un événement immanquable, surtout pour elle. Et d'ailleurs, à propos de protocole strict et rigide, faut savoir que les personnes qui rencontraient la reine avaient interdiction de la toucher. Les personnes qui la rencontraient étaient seulement autorisées à lui serrer la main, mais uniquement d'ailleurs si elle tendait sa main en première. Georges Pompidou avait notamment rompu ce protocole en lui prenant le bras devant l'Élysée à Paris en 1972. Par la suite, Elisabeth II continue de faire quelques apparitions, mais je voulais quand même vous donner quelques chiffres qui ont été marquants pendant ces années 2010. Le 9 septembre 2015, par exemple, Elisabeth II devient le souverain ayant régné le plus longtemps au Royaume-Uni, puisque à ce moment-là, elle dépasse la durée du règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui a régné pendant 63 ans, 7 mois et 2 jours entre 1837 et 1901. D'ailleurs, c'est cette même année, en 2015 donc, que sa mort a été annoncée par erreur par une journaliste de la BBC sur son compte Twitter, le jour d'un exercice interne de simulation du décès de la reine. En gros, visiblement, elle n'avait pas été mise au courant de cet exercice et donc elle a vraiment cru que la reine était décédée. Elle a donc tweeté l'information. Bon, après, rassurez-vous, je suis allé checker son LinkedIn tout à l'heure. Apparemment, elle travaille bien toujours à la BBC, mais par contre, elle n'a plus de compte Twitter. Bon, Elisabeth II a également battu un autre record le 13 octobre 2016, puisque ce jour-là, eh bien, le roi de Thaïlande, Raman IX, décède et la reine Elisabeth devient donc le souverain encore en fonction avec le plus long règne. Ensuite, après ça, eh bien, les apparitions de la reine se font de plus en plus rares, notamment à cause de son état de santé, puisqu'elle a désormais plus de 90 ans. À cette époque, l'arrivée dans la famille royale de Meghan Markle, la femme donc du prince Harry, ternit aussi un petit peu l'image d'Elisabeth II. En effet, Meghan Markle raconte lors d'une interview en 2021 avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey qu'elle a été confrontée, selon elle, à du racisme au sein de la famille royale. Toujours sur ce sujet, la même année, une enquête du média britannique The Guardian pointe également du doigt, via des documents, eh bien, les pratiques discriminatoires de certaines institutions de la famille royale, sans pour autant nommer directement la reine. On y apprend notamment que Buckingham Palace a interdit aux minorités ethniques d'occuper des fonctions officielles jusqu'aux années 1960. Le 9 avril 2021, on en avait parlé d'ailleurs dans les actus du jour, son mari, Philippe, meurt à l'âge de 99 ans. Elisabeth II se trouve donc veuve après 73 ans de mariage. En 2022, à l'âge de 96 ans, elle devient le premier monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine, qui marque donc le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle apparaît pour l'occasion au balcon du palais de Buckingham à Londres. Elle se place donc désormais à la seconde place des monarques ayant eu le règne le plus long, juste derrière le roi français Louis XIV qui a régné pendant 72 ans. Alors, durant son règne et jusqu'à sa mort cette semaine, Elisabeth II a rencontré des centaines de dirigeants et chefs d'État à travers le monde. Elle a notamment vu défiler 9 présidents français pendant son règne. D'ailleurs, au passage, petite anecdote, Elisabeth II parlait couramment le français. Elle a notamment prononcé un discours en français devant les sénateurs lors de sa visite à Paris en 2004. Cet anniversaire donne un sens particulier à ma visite d'État, la 4e que j'ai effectuée en France. Son mari, Philippe, parlait également français couramment. Il avait donné plusieurs interviews à des médias français avec un français quasiment parfait. Elisabeth II laisse donc derrière elle une nation endeuillée. De nombreux défis par ailleurs attendent son fils, le roi Charles III, un roi qui n'est pas aussi populaire aujourd'hui que sa mère. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo des actus du jour sur le sujet. Dans tous les cas, ça me semblait donc intéressant aujourd'hui de me plonger dans la vie de la
reine Elisabeth II. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je tiens d'ailleurs à vous annoncer qu'on reprend le tournage de reportages. Je pars notamment en reportage 2 fois dans les 2 prochains mois, donc ça va être assez chargé et ce sera disponible directement sur cette chaîne YouTube. J'ai très hâte de vous dévoiler tout ça. Si jamais vous voulez découvrir d'autres vidéos sur d'autres thématiques, que ce soit mon interview de Max Verstappen, François Hollande, Thomas Pesquet ou alors plein d'autres personnalités, rendez-vous directement donc sur cette chaîne YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à très vite.